Pour ébranler un régime non, mais les aussi solide que le régime nazi? Non, non, mais les tyrans craignent le ridicule plutôt qu'autre chose. L'humour est une arme. Exactement. Au début de la guerre, vous avez commencé par fabriquer des bombes. Au début de la guerre, non, au début de la guerre, Fabien, qui est depuis à une station de métro et une place, Fabien et moi, nous avons donc commencé à Toulouse une action avec des moyens pratiquement nuls, c'est-à-dire que nous postions sur les passages des coins actifs de la ville et que nous hurlions vif Bédin, ni beurre ni canon. Ensuite, nous avons mis des stencils, ni beurre ni canon, et finalement, quand Pétain est venu à Toulouse, nous avons jeté dans sa voiture du haut du toit du cinéma de Capitole 2 volumes reliés du Capital qui lui sont retombés sur le crâne et 5 kilos de tracts d'adhésion au Parti communiste. On faisait ce qu'on pouvait. Et ensuite, alors là, vous avez passé aux bombes. Ensuite, c'est passé aux bombes incendiaires. Ça, c'était plus sanglant, non? C'était pas spécialement sanglant parce que je visais surtout du papier. On a dit que j'ai empêché environ 200 000 jeunes d'être déportés. C'est exagéré, je pense, mais j'ai bien dû en sauver la moitié, c'est-à-dire 100 000. En détruisant En détruisant les archives. Et le réseau Marco Polo. Alors, le réseau de quoi s'agissait-il? Eh bien, le réseau Marco Polo a été créé par le commandant Pierre Sotteville, venu de Londres, envoyé par le général de Gaulle, et il m'a tiré une épine du pied. J'avais monté moi-même une organisation, seulement les membres de cette organisation auraient beaucoup préféré envoyer les renseignements à un service français plutôt que comme je le faisais à l'intelligence service. De sorte que le commandant Sotteville a été le bienvenu. J'ai passé tous mes informateurs au réseau Marco Polo et nous avons réussi un certain nombre de très bonnes choses, dont la distribution de la base allemande de Peenemünde dans la Baltique. Churchill explique sur 3 pages de ses mémoires que c'est ça qui a rendu possible le débarquement du 6 juin 1944. C'est ça, c'est grâce à vous que dans la nuit du 17 au 18 juillet, c'est bien ça, 1943, fut bombardée la base de Peenemünde, qui était la base de recherche et de fabrication des fusées allemandes V2. Comment il était possible à un moment donné de déterminer que ces V2 étaient fabriqués à... Eh bien, il y a eu au commencement, ce qui est rare dans les services secrets, une déduction logique de ma part. J'avais appris que les Allemands avaient augmenté prodigieusement leur production d'air liquide, notamment qu'en France, le traiteur Georges Claude, qui dirigeait les usines de l'air liquide, avait envoyé de très grandes installations pour en faire. Bon. Il n'y a pas tellement d'applications de l'air liquide. La première qui vient à l'esprit, c'était de congeler la Manche pour pouvoir passer directement, ce qui n'était pas une absurdité du tout. Mais il y en avait d'autres. Une autre application, c'était celle des grandes fusées. Alors j'ai donc envoyé un certain nombre d'agents sur la question. J'avais à ce moment-là un réseau qui couvrait l'Europe de la Suède aux Baléares. Et j'ai fini assez rapidement pour repérer Peenemünde. Ensuite, la grande difficulté était de persuader les Alliés que ça existait. Ça a été très dur. Mais j'y suis tout de même arrivé et j'ai obtenu ce bombardement. Pourquoi c'était difficile de les persuader de l'existence de Peenemünde? Parce qu'ils ne croyaient absolument pas qu'une fusée puisse aller de Calais à Londres. Qui était au fond votre patron? Il n'y en avait pas. J'avais créé une organisation, je conservais la direction, j'avais pris comme canal de renseignement les Français avec le réseau Marco Polo, mais je n'ai jamais accepté d'ordre de qui que ce soit. Enfin, il vous fallait quand même un appui logistique, vous fallait de l'argent, qui vous le fournissait? L'intelligence service. Donc vous étiez plus ou moins lié aux Anglais?
J'étais très lié aux Anglais, c'était eux qui me fournissaient des armes, c'est eux qui me fournissaient les postes de radio, c'est eux qui me fournissaient l'argent. Pour la petite histoire, j'ai organisé tout ça à Genève en 1942. Et avant de l'organiser, je suis allé trouver les services de contre-espionnage suisses. Je leur ai expliqué jour par jour et minute par minute mon emploi de temps, en précisant bien qu'il n'y avait là-dedans aucune activité anti-suisse, et j'ai obtenu leur autorisation. Après quoi, j'ai vu les Anglais, mais pas avant. Sans ça, ça aurait été 20 ans de forteresse, car les services de contre-espionnage suisses sont très efficaces. Vous avez obtenu l'autorisation de quoi? De pouvoir travailler en Suisse? Non, de pouvoir venir 2 fois en restant pas plus de 3 jours à chaque fois et en précisant mon emploi de temps jour par jour, minute par minute. Et pourquoi deviez-vous aller en Suisse? Eh bien, parce qu'il n'y avait pas de consulat anglais en France, figurez-vous. Au moment de la libération, vous n'avez pas tout de suite quitté le camp de Mauthausen? Oui, j'avais énormément de choses à faire. Mais c'était lié à votre action clandestine? Non, c'était simplement lié au fait qu'étant, si vous voulez, le père moral des Européens occidentaux à Mauthausen, beaucoup d'eux, avant de mourir, voulaient que je transmette un certain nombre de messages et qu'il fallait le temps pour recueillir ces messages. Et de ce réseau que vous aviez créé ou auquel vous aviez participé à Mauthausen, est-ce qu'il en est resté quelque chose après coup? Ah oui, il m'est resté de très bonnes relations et un certain prestige dans les pays de l'Est. Trop, je pense, en ce sens qu'ils ont fait sur moi un film qui dure 4 heures, ce qui est le seul cas d'un film de cette dimension sur un non communiste. J'entends, lorsque je parle de survivance de ce réseau, je pense à une action qui se serait poursuivie. Non, puisque nous étions libérés, nous n'avions donc pas d'autre but. Maintenant, les contacts divers s'ajoutant à mes contacts en Europe, ont été très utiles lorsque j'ai fondé le DGR. C'est ça. Alors nous, non, c'était en 1945, n'est-ce pas? C'était en 1945. Le DGR a eu tout de suite justement une mauvaise réputation, car quelqu'un a interprété ces sigles comme désir général d'évincer les réseaux. Alors que cela signifiait, c'était en fait le service secret d'espionnage. Oui, c'était Direction générale des études et des recherches, c'était le service d'espionnage extérieur. Et c'est à vous que cette tâche a été confiée? C'est à moi que cette tâche a été confiée, enfin, ce n'est pas trop mauvais comme résultat. J'ai surtout cherché à enseigner la règle fondamentale de tout travail secret, qui est ne jamais travailler avec les Américains. Pourquoi? Parce qu'on a les pires embêtements. Ce sont des grands enfants et on ne peut avoir avec eux que les embêtements les plus épouvantables. J'ai essayé d'enseigner un certain nombre d'autres règles et au fond on a un système qui n'est pas trop mauvais. Et c'est le général de Gaulle qui vous avait confié cette mission? Directement. Et vous êtes resté là combien de temps? Je suis resté là jusqu'à 50 à peu près. Et pourquoi vous avez quitté? Parce que le travail était fait. Vous prétendez avoir empêché la France de basculer dans le camp communiste en 1946. C'est exact. À ce moment-là, les Russes ne voulaient pas donner des armes aux communistes, les Américains ne voulaient pas donner des armes, enfin, aux Français de droite, et il y avait des dépôts considérables d'armes cachés par les Polonais, par l'armée polonaise avant de partir, et celui qui les aurait pris, eh bien, aurait pu réaliser un coup d'État. Eh bien, c'est moi qui les ai trouvés et qui les a remis au gouvernement légal, qui n'était plus de Gaulle à ce moment-là, je crois que c'était Laniel ou quelque chose comme ça. Et vous, personnellement, cela vous aurait gêné que la France devienne communiste?
Ça ne m'aurait pas gêné, seulement il ne serait pas devenu communiste. Il y aurait eu une guerre atomique immédiatement et les Américains l'auraient atomisé totalement. Jacques Berger, vous dites beaucoup de mal des Américains, mais vous avez eu vous-même un matricule OSS. Exactement. Vous avez donc été un peu agent américain. Certainement. À vrai dire, je me suis occupé très vite du CIOS, qui était un service combiné entre alliés anglais, français, américains, ce qui m'a valu d'être le parrain de James Bond. Un des officiers qui travaillait pour moi était un major anglais de marine, le commandant Ian Fleming, et il avait un tel fond d'histoire que je lui ai dit, Ian, vous devriez écrire non pas vos mémoires, tout le monde va écrire ses mémoires, écrivez des romans contemporains. C'est ce qu'il a fait, ce qui fait que je suis le parrain de James Bond. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec l'organisation qui a succédé à l'OSS, c'est-à-dire avec la CIA? Oui, oui, mais il est impossible de travailler avec eux, et même sur le plan de simples contacts, on risque de voir les pires ennuis. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants absolument ignorants des services secrets, travaillant extrêmement mal et faisant des gaffes absolument épouvantables. Et vous ne leur avez pas là donné quelques bonnes leçons? Ça n'a servi à rien. Au fond, l'activité d'agent secret a toujours exercé sur vous un attrait particulier. Pas spécialement, mais enfin tout de même, disons, je suis très myope, très maladroit de mes mains, dans un maquis où chez les partisans je n'aurais pas fait long feu. Là, j'ai tout de même réussi à pas mal nuire à Hitler. Et après coup, à qui? Après coup, bah, je ne sais pas trop à qui. L'activité du service secret français tourne un peu en rond. Mais enfin, il n'est pas inutile que la France ait un service secret. La difficulté, c'est que autant de Gaulle avait compris, autant son successeur Pompidou croyait que c'était un jeu de gendarmes et de voleurs et ne nous prenait pas au sérieux. Alors que le général de Gaulle prenait au sérieux les services secrets. Oui. Et aujourd'hui, vous avez rompu tout lien avec les services secrets? Non, je continue à donner quelques conseils quand c'est utile. Ils viennent vous solliciter? Non, j'ai des réunions périodiques. Vous faites partie d'une sorte de brain trust? Oh, brain trust, c'est beaucoup dire vu que je suis seul, mais enfin, j'ai des réunions périodiques. Et puis il m'arrive tout de même assez souvent d'avoir des renseignements utiles. Par quel biais est-ce que vous pouvez avoir des renseignements? Simplement en lisant. Ça suffit? Ça ne suffit pas, mais si vous voulez, on a des bouts de pistes, des commencements de pistes en lisant, et ensuite il faut évidemment continuer. Et qu'est-ce qu'il faut lire? Les journaux quotidiens simplement. Est-ce que les services secrets sont aujourd'hui plus puissants ou moins puissants? Plus puissants, ils sont en train de plus en plus de se substituer au gouvernement. Mais en particulier en Amérique, pour la CIA, on a trouvé le terme très juste de gouvernement invisible. Quelles sont leurs armes? Par quel chemin parviennent-ils ainsi à acquérir une puissance supragouvernementale? Parce que le savoir, c'est le pouvoir. C'est uniquement parce qu'ils savent. C'est uniquement parce qu'ils savent. Alors comment parvient-on à devenir président des États-Unis, à rester au pouvoir, si on n'a pas l'appui des services secrets? Le président est un fantoche. Ce qui gouverne les États-Unis, c'est ce qu'on appelle le groupe 54-12. Lisez là-dessus le livre de Willis, le gouvernement invisible. C'est quoi le groupe 54-12? C'est un groupe qui a été fondé en décembre 54. De là les titres, ce sont un certain nombre de hauts fonctionnaires, une trentaine de personnes qui gouvernent les États-Unis. Ce sont eux en particulier qui négocient en ce moment avec leur équivalent en URSS pour une fusion, un condominium russo-américain.
C'est le sujet de mon prochain livre qui va paraître en septembre, La grande conspiration russo-américaine. Le condominium russo-américain va être la première unité politique s'étendant au-delà de la planète Terre dans le système solaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il aura des satellites dans le système solaire produisant l'énergie et la fournissant gratuitement sur Terre. Il aura dans le système solaire des sources de matières premières. Ce sera, disons, le premier empire, je ne dirais pas interplanétaire parce que ça n'ira pas jusqu'aux planètes, mais le premier empire se basant sur le système solaire et la première unité politique sortant des frontières terrestres. En juillet dernier, juillet 77, un avion Galaxy C5, c'est le plus grand avion du monde, s'est posé à Moscou. Alors, il a porté une machine à produire l'énergie thermonucléaire qui a été construite par les Américains, qui étaient les plus avancés du monde. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a envoyé immédiatement aux Russes pour qu'ils puissent copier. Dis donc, c'est une vision d'un rapprochement russo-américain que rien à l'heure actuelle ne semble indiquer. Si, tout l'indique. La meilleure preuve, c'est que j'ai pu consacrer un livre épais. Il ne faut pas juger par ce que font des fantoches comme Carter ou Brezhnev. Il faut juger sur les faits vrais. Et le président Nixon, racontez-vous dans un de vos livres, s'appuyait sur une telle organisation secrète. Exactement. Ça a été le seul homme d'État que les Américains aient tué depuis Theodore Roosevelt, et c'est très dommage qu'il soit parti. Oui, remarquez que dans votre livre, L'espionnage politique, publié en 1973, vous êtes trompé. Permettez-là que je vous cite, car vous écriviez que Nixon disposait d'une puissante organisation assurant son pouvoir, et vous concluiez, et c'est pour cela que je ne crois pas à une démission de Nixon, et encore moins à son élimination de la présidence. Oui, je me trompais. Il décrit dans ses mémoires qui viennent de paraître quels sont les scrupules qu'ils ont retenus. Il aurait pu conserver le pouvoir et n'a pas voulu. Vous croyez que Nixon avait des scrupules? Ah oui, certainement. Trop de scrupules. Si vous avez résisté, Jacques Bergier, si vous avez été agent secret, était-ce pour un idéal particulier? Oui, un idéal extrêmement simple. Je n'aime pas qu'on mette des enfants vivants dans un crématoire. Je pense que les gens qui font ça, il faut les empêcher de le faire. Ça me paraît extrêmement simple. C'était votre action pendant la guerre? Exactement. Et après coup, pourquoi est-ce que vous avez eu une activité d'agent secret? C'était pour défendre certaines valeurs? Non, simplement parce que j'avais monté une organisation, que j'avais apporté cette organisation au général de Gaulle et qui m'a demandé de la continuer. Mais vous n'y avez jamais eu chez vous des motivations idéologiques ou politiques? Non. D'une façon générale, l'agence immobilière, qui est le nom que nous donnons au véritable service secret français, n'a aucune motivation politique. Mais vous, personnellement? Moi non plus. Vous n'avez jamais songé à militer politiquement? Ah non, jamais. Dans votre action clandestine, vous avez pu être violent, Jacques Bergier, parfois, non? Certainement. Certainement. Je dis toujours, on me demande si je ne me suis pas trompé en exécutant des gens. Je réponds que c'est une absurdité. Par définition, quelqu'un que j'exécutais était un traître. Donc je ne pouvais pas me tromper. Vous avez tué souvent? Souvent. Et il n'y a jamais chez vous eu une forme de remords? Non, absolument pas. Mort au traître. C'est la devise du service secret soviétique qui s'appelle le Smerch, ce qui veut dire Smerch spionam, mort au traître. Et aujourd'hui, vous seriez prêt à reprendre une activité clandestine? Oui, si j'avais pu tuer Andreas Bader, je l'aurais fait, par exemple. Vous croyez que c'est du ressort d'un service secret de tuer Andreas Bader? Certainement. C'est ce qui s'est produit, d'ailleurs, finalement. Mais ceci au nom de quoi? Au nom que les gens ont droit de vivre,
et que ceux qui kidnappent des avions, par exemple, ou tuent des gens, doivent être supprimés. Enfin, est-ce qu'on défend le droit de vivre en tuant les autres? Certainement. Car quelqu'un qu'on a tué ne recommencera pas. Vous aimez avoir comme cela, et ce sera ma dernière question pour ce soir, Jacques Vergier, vous aimez afficher comme cela des airs un peu cyniques, non? Non, simplement je ne risque plus rien. Je suis pratiquement mort, j'ai pour assez peu de temps ici, donc ça m'est totalement égal. Le vif avec. Vous l'auriez mangé. Exactement. C'est réellement le terrorisme des riches, qui est très différent du terrorisme des pauvres. Les mêmes manuels expliquent comment on fait une mitraillette. Il faut d'abord acheter une caméra de télévision, une caméra de cinéma qui doit valoir, je ne sais pas, 15 ou 20 000 francs suisses, pour commencer. C'est le terrorisme du riche. Et dans son essence, est-ce que ce terrorisme-là est véritablement différent du terrorisme du pauvre? Oui. Voilà, l'argent et les moyens changent tout. De plus, les Israéliens, par exemple, ou d'autres, n'avaient pas de camp d'entraînement. Ce terrorisme avait 2 camps d'entraînement très importants, à Benghazi et à Astrava. Depuis que mon livre est paru, Ostrava d'ailleurs a été fermé par des circonstances assez étonnantes. Ils instruisaient les gens sur la façon de détourner les avions. Alors les gens, ainsi instruits, se sont mis à détourner des avions tchèques et à choisir la liberté. Ils ont ainsi détourné 4 avions tchèques au début de cette année, et puis on a fermé Ostrava. D'après vous, il y a un complot international? Oui, il y a un complot international comprenant 3 variétés de gens travaillant ensemble. Premièrement, des faucons du KGB, du service secret soviétique, non pas le gouvernement soviétique, mais une branche des services secrets que le gouvernement ne contrôle pas et qui agissent par ambition. S'ils arrivent à provoquer un tel désordre en Europe que l'armée soviétique soit obligée d'occuper l'Europe, ce sera beaucoup d'autres postes de gouvernement et de contrôle pour eux. Bon. Ensuite, il y a un certain nombre de gens du tiers-monde qui pensent que le néocolonialisme européen est pire que l'ancien colonialisme européen et qui ne peut être arrêté qu'en détruisant l'Europe. Et enfin, il y a un certain nombre d'Européens qui sont dégoûtés d'Europe, qui sont dégoûtés de leur système social, comme les collaborateurs français étaient dégoûtés de la démocratie. Et ça fait donc un troisième élément. Tout cela fait une organisation que j'ai appelée, pour simplifier, interterror, qui s'appelle certainement pas interterror, de même que l'Orchestre Rouge a été désigné comme tel par la Gestapo, et que son vrai nom était Organisation Spéciale 1. C'est ça. Mais les meneurs de jeu, ce sont Cuba et l'Union soviétique, d'après ce que vous écrivez? Ce sont Cuba et l'Union soviétique. Pourquoi Cuba? Eh bien, parce que l'Intercontinental, l'organisme qui a été à la base d'Interterror, a été fondé, a fonctionné à Cuba. Lors de la conférence tricontinentale, écrivez-vous, de 1966. C'est ça. Mais vous avez des preuves pour affirmer cela? Bien entendu. Cette conférence a édité un journal qu'on peut avoir, qui s'appelait Tricontinental, qui a été interdit en France, mais qui n'a pas été interdit en Suisse, qu'on peut avoir dans des bibliothèques, dans son édition française, tout à fait facilement. Et à la tête de ce mouvement interterror, il y a un état-major? Il y a un état-major. Et dans cet état-major, qui trouve-t-on? Des gens du tiers-monde, des soviétiques, des Cubains et un certain nombre d'Européens. Et il y a un patron? Non, il n'y a pas un patron, ça c'est du romantisme, il y a un comité. On a parlé de Carlos, du fameux Carlos. Ah non, ça c'est du folklore.
C'est du folklore, C'est du folklore. Il y a évidemment un certain nombre de gens de ces genres, mais c'est du folklore. Il y a un comité sérieux, bien organisé et avec des moyens pratiquement illimités. Et cet état-major, ce comité, siège quelque part? Il siège à Benghazi. La Libye joue un grand rôle. La Libye joue un grand rôle. Et les troupes, elles sont nombreuses? Il est assez difficile de les dire. Je les fixerai à quelque chose comme 60 000. C'est énorme. C'est pas tellement énorme quand on pense à la population du tiers-monde, au nombre de mécontents en Europe et à la population de l'Union soviétique et des pays socialistes. Mais enfin, tout de même. Et dans ces bases, on s'entraîne à quoi? À détourner des avions et puis... À détourner des avions, à poser des explosifs et surtout à préparer des révolutions. Ce mouvement interterror, Jacques Berger, a une stratégie, j'imagine. Il a une stratégie dont le but général est de provoquer une telle dislocation en Europe que l'URSS et les pays socialistes ne puissent pas la tolérer et qu'ils soient obligés d'occuper. Pourquoi est-ce que l'URSS ne pourrait pas tolérer un déséquilibre, une certaine anarchie en Europe? Elle ne peut pas la tolérer parce que ça se propagerait chez elle. En fait, ce qui s'est passé et qu'Interterror n'a pas prévu, c'est que le gouvernement de l'URSS et par suite le gouvernement des pays socialistes alliés ont commencé à agir contre Interterror et la Bulgarie, par exemple, vient de livrer des personnages importants de l'Interterror aux Allemands. Pourquoi? Parce que cette anarchie se propagerait chez eux et qu'elle serait beaucoup plus difficile à contrôler. Alors, d'un côté, vous avez des Russes qui travaillent avec le mouvement interterror, et de l'autre, vous en avez qui travaillent contre ce mouvement. C'est ça. Il y a la Russie clandestine et la Russie officielle. Non, il y a la Russie officielle qui ne contrôle pas entièrement ses services secrets. Enfin, c'est le cas d'un peu tous les services secrets, non? C'est le cas général. Alors, le mouvement interterror... Alors, attention, oui. Les Russes se souviennent de la vague de terrorisme qu'il y avait eu chez eux entre 1950 et 1954, qui fut extrêmement grave. Dans les rues de Kiev, dans les rues de Kharkov, on abattait des communistes. Ils pensent qu'un mouvement de ce genre, s'il se propageait chez eux, serait d'une gravité totale. D'ailleurs, ils viennent d'avoir un coup très dur en Azerbaïdjan, où les ministres de l'Intérieur, les chefs de la police politique KGB et les chefs du service d'enseignement militaire GRU ont été abattus la semaine dernière. Donc, ils ont des raisons de craindre quelque chose. Mais le mouvement interterror, si je vous ai bien compris, est dirigé essentiellement contre l'Europe occidentale. Exactement. Il est dirigé par des gens qui pensent que le néocolonialisme ne pourra être détruit qu'avec l'Europe occidentale et qu'elle est facile à détruire. Plus facile que les États-Unis. Ah, les États-Unis, c'est pratiquement impossible. Oui, bon, tant que les États-Unis restent, ce qu'on appelle le néocolonialisme continuera de prospérer. Non? En Amérique du Sud, mais pas en Afrique. Ils sont pratiquement inactifs. Si je vous ai également bien compris, Jacques Berger, mai 68 participait de ce plan général de renversement de l'Occident. Exactement. Et ça a été un succès remarquable. C'était réellement très brillant. Un succès, vous trouvez? Ah oui, tout de même. Désorganiser en particulier un grand pays comme la France, eh bien, c'est tout de même très remarquable. Oui, mais enfin, c'était un feu de paille, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, d'accord, mais enfin, ça aurait pu. C'est tout à fait remarquable. Il y aura d'autres choses de ce genre mieux organisées, mais enfin, c'est un succès remarquable. En fait, c'est réellement une nouvelle forme de guerre. La France a subi plus de dommages que pendant 8 jours d'une guerre normale, et ceci réellement avec tellement peu de moyens, c'est très remarquable.
Enfin, ce qui est aussi remarquable, c'est qu'il y a eu, pour une guerre, très peu de monde pendant cette semaine-là. Très peu de morts pendant cette semaine-là. Oui, mais une guerre, ce ne sont pas nécessairement des morts. Enfin, la théorie que vous développez là ne correspond guère à toutes les publications qu'on a pu lire sur mai 68 qui parlaient plutôt d'un mouvement spontané. Oui, ces publications négligent simplement un fait élémentaire, c'est que les centres maoïstes de Bruxelles fournissaient un mouvement 1 milliard de francs par jour. À part ça, c'était spontané. C'est quoi ce centre maoïste de Bruxelles? Eh bien, c'était une boutique de l'interterror. Et ce sont les Chinois qui auraient alors financé mai 68? Non, ce n'est pas des Chinois. Être maoïste, ce n'est pas être chinois, et je dirais même qu'il n'y a pas de Chinois maoïstes. Enfin, on n'a jamais eu le sentiment que mai 68 eut comme base des assises financières aussi luxueuses que celles que vous dites. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, ça comme... Qu'est-ce qu'on aurait fait de cet argent? Beaucoup de propagande, entretien des gens, achat d'armes, organisation de cellules. Lisez là-dessus les livres récents de Raymond Marcelin. Et Cohn-Bendit, alors, ce serait comme ça un agent de l'interterror? C'est beaucoup dire un agent, disons, dans chaque opération de ce genre, on attire également des imbéciles. Est-ce qu'il n'y a pas, dans votre jugement sur mai 68, une réaction que j'appellerais anti-jeune, Jacques Berger? Je ne le pense pas. Je même lancé un mot d'ordre pour les jeunes à cette époque-là, assez attendre la calmie, assez manger le pain des larmes, chacun peut être bandit. Ah, c'est un jeu de mots. Enfin, il paraît tout de même curieux, quittant mai 68, qu'avec les moyens fantastiques que vous leur attribuez, les terroristes internationaux ne soient pas parvenus jusqu'ici à se doter de l'arme nucléaire. Ça viendra, ça viendra. Et vous fondez sur quoi pour le dire? Sur des vols très nombreux de plutonium, des vols très nombreux également d'instrumentation nécessaire pour ce genre. On ne cesse de dire qu'il est facile de fabriquer une bombe atomique. Dès lors, on se demande pourquoi les terroristes n'en ont pas encore fabriqué. Ça viendra, ça viendra. Cela vous fait peur? Non, non, le monde ne finira pas pour ça, mais enfin... Est-ce que les gouvernements sont conscients de ce danger-là? Les gouvernements anglais, certainement. Les autres, je ne sais pas. Pourquoi le gouvernement anglais? Parce que j'ai eu l'occasion de parler avec les dirigeants antiterroristes anglais et qu'ils sont parfaitement au courant. Et il n'y a rien à faire, là. On ne peut pas empêcher les mouvements terroristes? Si, il y a un moyen extrêmement simple, c'est qu'un terroriste mort ne terrorise plus. C'est ce qui a été fait à Entebbe, ce qui a été fait à Mogadiscio, c'est ce qui sera fait un jour prochain à Benghazi, chose curieuse pour les Égyptiens. C'est votre prévision? Oui. Et une autre prévision que je vais vous dire, qui est assez comme traité de fou, c'est que l'Union sud-africaine va entreprendre une action maritime et aérienne contre Cuba et les liquider. Pourtant, ce n'est pas la porte à côté, hein, Cuba. Vous savez, c'est une puissance maritime importante. Ils ont une flotte, ils ont des sous-marins, ils ont l'arme atomique, ils ont une aviation portée, enfin de porte-avions et ainsi de suite. Ils le feront. Ça sera la guerre mondiale, non? Pas du tout. Pas du tout. Avec qui? On peut penser que l'Union soviétique ne laissera pas tomber Cuba. L'Union soviétique sera obligée de laisser tomber Cuba car elle ne peut pas utiliser sa flotte où il y a constamment des mutineries. Si elle envoie sa flotte au combat, ça va être la mutinerie générale. Donc elle n'a pas les moyens. Et puis elle ne va pas se risquer une guerre atomique qui serait pire pour elle que pour n'importe qui. Donc il ne se passera rien, Cuba sera écrasé, et il va y avoir des beaux meetings à Paris, à bas l'Union sud-africaine, vive Cuba, c'est tout.
Je reviens au terrorisme, Jacques Berger. Si je vous donne du plutonium, vous pouvez me fabriquer là une petite bombe atomique? Oui, même si vous ne me donnez pas de plutonium. Je peux vous la fabriquer avec un condensateur électrique, de l'eau lourde et un certain nombre de matériels simples, sans plutonium. Donc il n'y a pas de raison que les terroristes, votre organisation terroriste internationale, aujourd'hui ne détienne déjà un arsenal nucléaire. C'est très probable. Quand on voit la facilité avec laquelle on vole du plutonium. Alors dites-vous, il faut écraser la base de Benghazi. Pour écraser la base de Benghazi, il faut abattre les terroristes quand on peut en trouver, et ceci est assez facile. Bref, il faut répondre au feu pour le feu. Imaginons que, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de monde, qu'un groupe de terroristes menace de lâcher une ou deux bombes atomiques sur Paris. Un gouvernement est absolument impuissant devant un tel chantage. Non, pas du tout. Le gouvernement français dispose aussi de bombes atomiques et il peut riposter sur Benghazi, il peut riposter sur Tripoli, il peut riposter sur Cuba, il peut riposter sur beaucoup d'endroits. On raconte, Jacques Berger, que vous êtes conseiller ex-terroriste d'un certain nombre de gouvernements, dont le gouvernement français. C'est du mélodrame, mais par exemple, l'association des anciens officiers de réserve suisses m'a demandé de faire une conférence là-dessus à leurs membres à Genève. Ce que je compte bien faire, et s'il y a pendant cette conférence des représentants du contre-espionnage suisse ou de la police suisse, ils seront les bienvenus et je répondrai à toutes leurs questions. Il y a dans votre livre sur la Troisième Guerre mondiale un nom qui revient fréquemment, celui du colonel George Steele ou Stiles. Stiles qui a écrit ce merveilleux livre « Les bombes n'ont pas de pitié » et qui est réellement alors le conseiller ex-terrorisme du gouvernement britannique. C'est un personnage important? Très. Et extraordinaire. Vous le connaissez? Je le connais bien. Il existe? Il existe tout ce qu'il y a de plus. Vous pouvez lire son livre, Les bombes n'ont pas de pitié, qu'on peut trouver dans n'importe quelle librairie étrangère à Genève ou à Lausanne. Et il est spécialiste en terrorisme? Un spécialiste en terrorisme, il a mis à un moment donné à Belfast 13 heures à désamorcer une bombe qui devait faire sauter un important hôtel de Belfast et qui pouvait sauter d'une minute à l'autre. Alors, après quoi, il est rentré à Londres pour affaire. Il a eu un coup de téléphone du palais de Buckingham. La reine voulait le décorer, toute affaire cessante pour courage exceptionnel. Alors il y est allé, et évidemment il a mérité, parce que, je ne sais pas si vous imaginez, rester 13 heures sur une bombe qui peut vous sauter entre les mains d'un moment à l'autre. C'est ça le courage. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez été à votre manière un terroriste, Jacques Berger. Pas à ma manière, j'ai été un terroriste et j'en ai conservé des souvenirs magnifiques. Notamment une attaque en mars 1943, nous avons attaqué la voiture de la Gestapo qui transportait notre camarade Raymond Abrac au peloton d'exécution. L'attaque a réussi, elle avait été conduite par la femme d'Aubrac, Lucie, qui était à l'époque enceinte de 4 mois. Et la vision qui m'en est restée, c'est cette femme visiblement enceinte, arrosant à Lyon les alentours du pont de la Guillotière à la mitraillette, et 2 SS à la tête des morts complètement affolés, essayant de se planquer dans un caniveau. Alors, vous avez résisté